Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont elles sont les faits saillants de l'actualité. Ouverture d'une conférence sur les réalisations entreprises par le MENFOP depuis 2000 à 2020. Dans l'actualité internationale et concernant le Covid-19, l'Union européenne lance officiellement sa campagne de vaccination. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par cette visite des infrastructures portuaires du PK13. Le président du Somaliland, Moussa Bihi, était aujourd'hui au PK13 où il a été reçu par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Un déjeuner de travail au cours duquel le président de l'autorité des ports et des zones franches a expliqué le rôle de la nouvelle zone franche de Djibouti dans l'économie de l'intégration régionale. Cet événement a vu la présence du ministre de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage chargé des ressources halieutiques, M. Mohamed Awale, le ministre des Affaires étrangères du Somaliland, M. Yassine Mahmoud, des parlementaires djiboutiens ainsi que le représentant de Djibouti en Somaliland et son homologue, le représentant somalilandais à Djibouti. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, va inaugurer demain une nouvelle structure en République de Djibouti. Il s'agit des locaux de la Bibliothèque nationale et des Archives nationales, situés près du site du défilé du 27 juin à Tora Bora, dans le grand faubourg de Balbala. Une structure, la première du genre à Djibouti, qui est entièrement financée par le gouvernement chinois dans le cadre de la coopération sino-djiboutienne. Le coup d'envoi des travaux de construction d'une bibliothèque nationale et des archives a été lancé par le chef de l'État le 23 avril 2017. Les travaux de construction sont donc finalisés. Quand vous le découvrez sur ces images, l'événement sera organisé par le ministère de la Culture. Les deux bâtiments abritant la bibliothèque et les archives nationales seront construits sur un même terrain d'une superficie de 30 000 m². La Bibliothèque nationale aura une capacité de 500 000 livres ou documents. Le bâtiment abritant les archives nationales aura quant à lui une capacité de stockage d'environ 3 000 m² exploitables pour 50 ans. Des locaux qui seront donc le fleuron de la culture contemporaine de la République de Djibouti, selon les mots du président de la République lors du lancement aux côtés des responsables de la coopération chinoise. Une structure qui servira à promouvoir la lecture, permettant aux enfants djiboutiens de se cultiver et mieux s'épanouir. Quant aux archives nationales, elles vont représenter la mémoire historique, sociale et politique djiboutienne. De nombreux officiels vont participer à la cérémonie inaugurale des locaux de la bibliothèque et des archives nationales où seront conservés le patrimoine culturel et tous les documents d'archives nationales. L'Assemblée nationale a organisé en ce dimanche 27 décembre sa 5e séance publique de la seconde session ordinaire de l'année 2020. Les activités de cette plénière se déroulent sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, avec la participation du Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, les députés et les membres du gouvernement pour la plénière de cet après-midi.
L'ordre du jour a porté sur l'examen des normes telles que les lois numéro 113 de l'année 2020, 8e législature, autorisant la ratification des protocoles portant amendement de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile, et la loi numéro 110 de l'année 2020, 8e législature, portant ratification de l'accord de financement pour le projet de réhabilitation de la route Djibouti-Galafi. En inaugurant les assises de la fin de matinée, le président Ahmed est revenu sur les modalités régulant la transmission des tests en procédure d'urgence avant, d'une part, à inviter les rapporteurs à partager avec l'hémicycle l'avis de leur commission et de part, à la suite, ouvrir les débats survenant entre le collègue des élus nationaux et le gouvernement. Ensuite, les parlementaires ont posé des questions aux ministres concernés. Suivant ces questions-réponses, je vous propose de suivre. Qu'en est-il également de la route RN5, qui est une alternative de la route RN1, reliant la capitale aux villes de Holhol, Danan, Ali Adi et Ali Sabiye. Comme vous le savez, dans sa feuille de route, le chef de l'État a exigé que le gouvernement se rapproche des administrés, et en particulier la population des zones les plus reculées. Pour y accéder, la route empruntée est longue, chaotique. Lorsque c'est un don, on ne discute pas comment on doit recevoir et comment ça va être attribué. Mais lorsque c'est un prêt, pourquoi on ne peut pas décider comment ce prêt doit être alloué au niveau des appels d'offres? En tout cas, il y a des possibilités de financer les routes à travers des privés même, à travers des péages qui se font rembourser à travers des péages. Donc pourquoi ne pas opter, en tout cas si il y a un problème de financement, on peut opter pour d'autres canaux de financement. Merci. Nous, on est là aujourd'hui pour ratifier l'accord qui concerne le RN1. Mais pourtant, RN1, vous avez parlé de Balhou, vous avez parlé de, comment dirais-je, RN9, mais on est ici pour discuter et adopter l'accord de prêt qui concerne la route nationale numéro 1. Nous, on avait le titre, on a envoyé au Fonds saoudien et on prépare maintenant, comment dirais-je, l'appel d'offres. Pourquoi on a fait passer aujourd'hui cet accord de prêt? Parce que nous voulons l'avis juridique pour envoyer au Fonds saoudien. Merci pour ces questions et de l'intérêt que vous portez sur le développement de nos infrastructures routières, parce qu'elle est totalement liée au développement de Djibouti et également à la performance de nos ports. Sans route, il n'y aura ni transit, ni port, ni rien. Tout simplement, il n'y aura pas de développement. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup d'investissements faits ces dernières années. Plusieurs routes ont été construites, qu'elles soient au niveau national et également régional. Il est marqué 60 km peut-être, mais ça ne veut pas dire que nous allons nous contenter de 60 km. L'appel d'offres le déterminera. Nous estimons que amplement, ces 120 millions nous donnera quand même 80 km, et je parle sous le contrôle de Mohamed Abdel Qadir, qui également a été un des responsables au ministère des Transports lors de l'initiation de ce projet. Et donc c'est deux voies. La voie est plus large, mais il y a beaucoup d'autres ouvrages d'art sur la voie également. Mais en général, le ratio à retenir, c'est 1 million 400 en fonction de l'accident, des caractères accidentés de la route à construire, ou en tout cas de l'espace. Suivant cette fois le mot de clôture du président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Ahmed, lors de cette 5e séance publique de la seconde session ordinaire de cette année 2020. De loi numéro 110 portant ratification de l'accord de financement
pour le projet de réhabilitation de la route Djibouti-Galafi est adopté avec un amendement. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les députés, chers collègues, nous sommes arrivés au terme de cette séance publique, dernière plénière de cette année mouvementée à cause de l'actualité inhérente à la pandémie mondiale de la Covid-19 et les conséquences tragiques qu'elle a causées. Par la grâce d'Allah, les miséricordieux, nous sommes aujourd'hui tous présents ensemble. Puissions-nous nous retrouver l'année d'après dans un monde plus apaisé. Je ne vous retiendrai pas plus longtemps, si ce n'est que de vous souhaiter une très bonne année dans la santé, la joie et l'allégresse. Bonne année 2021. Sur ce, la séance est levée. Et on reste à l'Assemblée nationale où avant la séance publique et sous la présidence de l'honorable Abdurrahman Awali Yassine, la commission des affaires étrangères s'est réunie aujourd'hui. Cette séance qui a vu la participation des parlementaires, membres et non-membres, s'est déroulée en présence du ministre de l'économie et des finances, Ilyas Moussa Dawali, du ministre avec les éclairages de leurs proches collaborateurs, les axes de discussion concernaient l'examen des projets de loi tels que le projet de loi numéro 113 de l'année 2020, 8e législature, autorisant la ratification des protocoles portant amendement de la Convention de Chicago relatif à l'aviation civile internationale et projet de loi numéro 110 de l'année 2020, 8e législature, portant ratification de l'accord de financement pour le projet de réhabilitation de la route Djibouti-Galafi. Je vous l'annonçais en début de journal, cette conférence intitulée Focus sur la réalisation depuis les États généraux de l'éducation de l'an 2000 à nos jours. Placé sous la houlette du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le MENFOP a organisé ce matin au Kempinski Palace Hotel cette conférence. Les membres du gouvernement, les hauts cadres de l'administration, des nombreux invités de marque ont pris part à cet événement de commémoration au cours du 20e anniversaire de la refondation de l'école djiboutienne. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle prend donc l'initiative d'organiser une conférence sur les réalisations du MENFOP où il sera question de cibler dans le cadre des panels des thématiques et des problématiques inhérentes au bilan des réalisations du MENFOP depuis les États généraux de 1999 et la réforme du système éducatif de l'an 2000. Cet événement vise à analyser le bilan réalisé, à échanger autour des questions inhérentes à la politique éducative du MENFOP et de ses perspectives d'avenir, à alimenter aussi la réflexion avec un public de 300 personnes, des connaisseurs de la question des problématiques qui sont soulevées. Ces travaux serviront par ailleurs à mobiliser, à fédérer les différents acteurs nationaux ainsi que les partenaires sociaux et financiers autour de notre école, de notre politique éducative ambitieuse et visionnaire. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a prononcé un important discours à l'ouverture du forum pour remettre en contexte le choix de ce jour pour revoir le bilan des 20 dernières années. Nous l'écoutons. Je veux vous remercier toutes et tous pour avoir répondu positivement à notre invitation. Mes remerciements, reconnaissance à l'égard du Premier ministre pour avoir accepté de parrainer cette rencontre et trouver le temps de l'honorer de sa présence. Ma profonde gratitude aussi pour tous les acteurs de l'école, parents, enseignants, chefs d'établissement, conseillers pédagogiques, inspecteurs, sans oublier les représentants de la société civile qui se sont libérés de leurs obligations ce matin pour prendre le temps de nous arrêter l'instant d'une journée pour faire le bilan. Et comme dans toute situation de bilan, c'est donc un moment de mise à distance, de remise en question pour observer le chemin parcouru sur deux dernières décennies, oui, déjà 20 ans, et prendre conscience de nos réussites, mais aussi de nos ratés, de nos limites
des obstacles rencontrés et des solutions adoptées. Les chantiers sont nombreux et complexes et nous voulons rester, certes, et nous voulons, Inch'Allah, certes faire vite, mais surtout, nous voulons bien faire, car l'éducation ne pardonne pas et une mauvaise éducation et une éducation de moindre qualité se paie toujours. Un langage de vérité est nécessaire. Le moment doit être donc un moment de partage, d'échange, de discussion et d'interrogation. Il doit être serein, sans être apprêté, franc, sans être virulent et sérieux, sans être pédant. Les attentes de nos concitoyens, leurs exigences sont grandes. Il nous faudra donc nous montrer à la hauteur. L'événement qui nous réunit aujourd'hui est un moment de consécration et de commémoration avec tout ce que ce mot comporte de solennité, mais aussi de joie et de fête. Et le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a, lors de son intervention, réitéré l'engagement du gouvernement pour assurer une éducation et une formation performantes aux enfants de la République de Djibouti. D'abord, je suis très honoré d'avoir été sollicité pour parrainer une telle rencontre. Heureux et honoré parce qu'il s'agit de l'éducation de l'école djiboutienne, de notre école, de nos enfants, de notre avenir. L'attachement du président de la République à cette question de l'instruction a toujours été indéfectible et constant. Le gouvernement, depuis la tenue des États généraux de l'éducation en 1999, a respecté ses engagements et mis à disposition de ce département le maximum des ressources disponibles. Et il continue à le faire aujourd'hui encore. Mesdames et messieurs, les États généraux de l'éducation représentent indéniablement un tournant révolutionnaire pour notre pays. Ils évoquent un moment clé de notre histoire, un moment clé parce qu'il est celui où nous avons bâti notre école à partir de nos perspectives, de la vision de l'avenir que nous voulions pour nous et des aspirations des riches et diverses cultures qui composent notre tissu social. Il nous fallait une école qui nous ressemble, qui nous définit pour être pleinement nous-mêmes, mais aussi qui nous transfigure et nous porte vers le meilleur de nous pour construire mieux. Inclusive et équitable signifie pour nous qu'elle ne laisse à la porte aucune citoyenne, aucun citoyen, qu'elle prend en charge ceux qui partent avec moins de moyens, moins d'aptitudes, qu'elle donne une chance égale à toutes et à tous d'apprendre et de réussir. 2 décennies et voici le moment de faire une pause pour analyser, pour reprendre notre souffle et nous réengager encore plus fortement, encore plus résolus et encore plus exigeants avec nous-mêmes afin d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Ensuite, l'événement organisé ce matin au Kempinski a réuni des spécialistes et des experts nationaux dans les domaines ayant trait à l'éducation, à la formation professionnelle. La session d'ouverture animée par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, du ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle Moustapha Mohamed Mahamoud a permis de présenter la vision politique, mais aussi le premier panel composé des ministres a permis de remonter le temps avec l'esprit, la genèse des États généraux, la réforme entreprise, ses enjeux et défis. Ensuite, le deuxième et dernier panel a porté sur la transformation, la qualité des enseignements apprentissages, l'inclusivité, l'éthique et enfin le développement de la formation professionnelle et son adéquation avec les besoins du marché dans notre pays.
Je propose cette fois de suivre l'intervention du secrétaire général du MENFOP, M. Mohamed Abdallah Mahiou. Mesdames et messieurs, ces 20 dernières années, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle n'a eu de cesse de construire encore et encore des écoles partout dans le pays, d'accueillir de plus en plus d'élèves, de recruter de plus en plus d'enseignants, d'engager de plus en plus de personnel. Et le gouvernement, sous l'égide de son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, n'a cessé d'accompagner ces actions en octroyant toujours plus de moyens à ces départements stratégiques, respectant ainsi l'engagement pris en 2000. Nous avons résolument veillé à accueillir tous les enfants djiboutiens, sensibilisant les parents à la nécessité de l'école, travailler d'arrache-pied à démocratiser l'école et à en faciliter l'accès. Nous avons même été plus loin. Nous accueillons tous les enfants vivant sur le territoire national avec la coutumière générosité du peuple djiboutien. Jusqu'à là, les bilans exposés aujourd'hui ont montré que nous avons gardé le cap. Quant à la question de la qualité, c'est peut-être la plus difficile, parce que le concept lui-même est difficile. Ainsi, nous avons, entre autres, organisé un colloque en 2016 pour avoir une compréhension commune du concept de qualité. Pour cela, nous ne manquons ni de courage, ni d'écran, ni d'intelligence, ni de sincérité, que nous soyons enseignants, élèves, parents, conseillers pédagogiques, chefs d'établissement, inspecteurs, formateurs, concepteurs ou cadres de l'administration générale. Notre détermination est à la mesure des défis à relever. Encore une fois, permettez-moi de vous remercier de votre présence et de vos contributions riches en cette journée. Vive l'école djiboutienne, vive le président de la République et vive la République de Djibouti. Merci beaucoup. Dans le reste de l'actualité, le général de corps d'armée Zakaria Cher Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a reçu dans son bureau à l'état-major le nouvel attaché militaire à Djibouti du Royaume d'Arabie Saoudite, le colonel Abdallah Ben Char Al-Kaabi, pour sa première visite de contact avec les autorités militaires. Au cours de l'entretien, le général Zakaria Cher Ibrahim a rappelé l'excellence des relations de coopération entre les deux armées à travers la formation des militaires et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ces liens fraternels. Le colonel Abdallah Ben Char Al-Kaabi a souligné que la République de Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite entretiennent des relations fraternelles et historiques axées sur la formation militaire et l'échange d'informations. Cette visite de courtoisie s'est terminée par l'échange de cadeaux et la traditionnelle photo de famille. Ensuite, le général de corps armé Zakaria Cher Ibrahim a reçu également dans son bureau l'ambassadeur de l'Inde récemment accrédité à Djibouti, M. Ashok Kumar. Et cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités du pays, accueillies au perron par le chef d'état-major général des armées, par le colonel Wagdi Jama, chef de corps du régiment quartier général et le chef protocole des armées,
M. Achak Kumar s'est dirigé vers le bureau du général Zakaria Cher Ibrahim. Le diplomate indien a fait part au général Zakaria Cher Ibrahim de sa détermination à hisser plus haut le partenariat entre Djibouti et l'Inde. M. Achak Kumar a également souligné qu'il était disposé à jouer un rôle prépondérant dans la consolidation et la diversification des liens de partenariat entre les deux pays. Et la reconnaissance, c'est la monnaie d'échange de la gentillesse reçue, dit-on. C'est justement cette vertu que la jeunesse de Hayablé a fait preuve hier, samedi 26 décembre. En effet, l'Alliance des associations de Hayablé, dont à sa tête Mohamed Elmi, a décidé de consacrer cette journée à l'honneur de la gendarmerie nationale pour déterminer leur gratitude et solidarité avec les gendarmes de tous les efforts menés pendant cette année marquée par le Covid-19. Eh bien, c'est une trentaine de jeunes habitants de Hayablé qui ont fait le déplacement jusqu'à la brigade PK12 Nord en vue de permettre à ces gendarmes mobilisés pour leur sécurité jour et nuit de savoir qu'une nation fière et reconnaissante se dresse derrière eux. À l'issue, le président de l'association de Hayablé a invité les gendarmes à un petit déjeuner suivi d'un moment de convivialité. La traditionnelle photo a clôturé cette séance. De son côté, l'officier responsable présent à la cérémonie s'est dit agréablement surpris de la tenue de cette journée qui marque une première pour lui et pour ses gendarmes. Nous l'écoutons. C'est un honneur pour moi et pour mes gendarmes de répondre à l'invitation de la jeunesse de Hayablé, qui a bien voulu montrer un geste fort louable de gratitude et de solidarité avec la gendarmerie nationale. Comme l'a mentionné le président de l'association, l'année 2020 était une année mouvementée pour vous et nous tous. L'ensemble des institutions républicaines, mais aussi des sociétés privées, ont chacun apporté sa pierre à l'édifice, pour qu'ensemble on vienne à bout de cette pandémie. Aujourd'hui, je profite de cette occasion pour féliciter tous. Aujourd'hui, c'est au nom du chef d'état-major de la gendarmerie nationale que je m'adresse à vous, la jeunesse de Hayablé, mes vifs et sincères remerciements. Ce matin, vous vous êtes présentés devant nos locaux pour nous serrer la main en guise de remerciement. Vous avez permis à ces gendarmes de constater des fissures, que leur travail est apprécié par quelqu'un. Quelqu'un qui leur demande de ne pas baisser les bras, de continuer à servir les pays de la plus belle des manières. Je vous dis encore merci pour votre geste et vous réitère l'engagement de la gendarmerie nationale à toujours servir sa population partout sur le territoire national. Et pour sa part, le président de l'Alliance des associations de Hayablé a invité la jeunesse djiboutienne à suivre son exemple et faire savoir à tous les hommes et femmes en uniforme qu'ils les soutiennent. Nous le suivons. Un immense honneur pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pendant cette année qui sera marquée à tout jamais dans nos esprits. La pandémie du Covid-19 a certes été préjudiciable pour beaucoup d'entre nous, mais en même moment, la population djiboutienne a été agréablement surprise de la manière de son gouvernement, dont à sa tête, son Excellence, Monsieur le Président de la République de Djibouti, a su gérer cette crise. Aucun effort n'a été ménagé pour soulager la population au mieux pendant que nos médecins et nos forces de l'ordre étaient en première ligne pour combattre cette virus. Au moment où on a eu connaissance que l'anniversaire de notre gendarmerie approchait, nous, la jeunesse de Hayablé, avait décidé de leur offrir un cadeau d'anniversaire prématuré, certes modeste, mais offert avec un grand cœur. C'est au nom de toute la population de Hayablé que je m'adresse. Mes remerciements d'abord au colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, mais aussi à tous les hommes et les femmes de cette grande institution de la gendarmerie nationale. Vous qui avez passé toute la période du confinement à distribuer des vivres pour les plus démunis, vous qui étiez postés sous les soleils à tenir des barrages pour appliquer
les mesures de confinement, vous qui continuez malgré tout appliquer la loi dans des conditions souvent difficiles. Notre modeste geste ne pourra jamais récompenser la place que vous tenez chez nous, mais nous voulons servir d'exemple à toute la jeunesse du pays. Comme l'a dit le président de la République, l'avenir de notre pays sera décidé par sa jeunesse. Et cet avenir, nous ne pourrons jamais le construire sans vous. Vous, nos hommes et nos femmes, en uniforme, peu importe votre corps d'appartenance, vous restez la colonne vertébrale de ce pays et nous exhortons de continuer à faire ces beaux métiers que vous faites. Dans l'actualité également, le département des projets sociaux du ministère des Affaires islamiques, de la culture et des biens WAF, en coordination avec le réseau Chemicat, en étroite coopération avec le FINUAP, a organisé hier un atelier de formation à l'attention des femmes éducatrices, intitulé donc Journée pour soutenir les femmes. Eh bien, donc, dans un mot fait à cette occasion, donc Mme Soufrane a rappelé que la population a exprimé ses vifs remerciements et sa reconnaissance aux participants de cet atelier de formation. Nous l'écoutons. Nous vous remercions de votre participation à cet atelier de dynamisation, de redynamisation des 30 prédicatrices pour la lutte contre les mutilations génitales féminines. Nous espérons que cet atelier vous apportera beaucoup. Nous attendons énormément de vous et l'UNFPA reste convaincue qu'avec le concours de tout le monde, nous pourrons atteindre l'objectif qui est 0 MGF d'ici 2030. Eh bien, après l'East African Bank, le 18 décembre dernier, Djibouti Telecom vient de signer plusieurs accords de coopération, de partenariat avec de nombreuses institutions du secteur privé concernant le nouveau portefeuille électronique d'e-money ou Djibouti Digital Money. En effet, Djibouti Telecom ne cesse de promouvoir son produit phare, le portefeuille électronique d'e-money en phase avec la transformation digitale dont il est pleinement question. Il est à souligner que Djibouti Telecom y avait signé un accord de partenariat avec CAC International Bank le 12 octobre dernier, un partenariat qui facilitera sans nul doute l'avancée de la société vers la digitalisation de ses services. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité internationale et concernant la COVID-19, eh bien, l'Union européenne lance officiellement sa campagne de vaccination. Après les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, autour de l'Union européenne de lancer officiellement sa campagne de vaccination contre le COVID-19, la Hongrie a pris le devant ce samedi en vaccinant devant les caméras le personnel soignant des hôpitaux. 9 mois après le début de la pandémie, cette campagne de vaccination permet à l'Europe d'entrevoir enfin le bout du tunnel. Sur le front de l'épidémie, les chiffres durement inquiétants, notamment au Royaume-Uni qui a recensé ces derniers jours entre 30 000 et 40 000 nouveaux cas de contamination. Fin de ce journal, merci de votre fidélité, merci également à la régie, excellente soirée à toutes et à tous.